Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Angle Immo, l'émission de la FNAIM, la FNAIM Grand Paris. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet actuel. Vous savez que c'est un peu le principe de cette émission, hein. On parle des sujets brûlants d'actualité. On fait venir des acteurs de terrain avec son président, Olivier Principal. Bonjour. Bonjour Bérénice. Ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la rénovation énergétique en copropriété et de ses répercussions sur le marché locatif. Donc je l'ai dit, un sujet brûlant. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment entre les interdictions de location des passoires thermiques, les tensions locatives accrues, et puis on parlera aussi des fraudes au DPE, diagnostic de performance énergétique. Comment les acteurs du secteur s'adaptent-ils? Alors, de beaux invités aujourd'hui, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Jacques Baudrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. On est ravis de vous avoir. Jean-François Coquart, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission syndic de la FNAIM Grand Paris. Vous êtes aussi président, hein, de Cogest. Et Guillaume Dobré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable diagnostic de Snexi. Voilà pour cette émission. Je pense qu'on est assez complémentaires, hein. Vous êtes tous assez complémentaires, Olivier, hein. Comme d'habitude, on a voulu que cette émission fasse un regard croisé entre différents types d'intervenants du monde de l'immobilier. On a un élu, et pas n'importe lequel, hein, puisqu'il est au cœur des problématiques du logement et des enjeux d'habitation de Paris. Et pour parler aujourd'hui de rénovation énergétique, de DPE et de tension locative, avoir un syndic émérite et un spécialiste du DPE, je pense que ça faisait sens pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer sur ce qui bloque le marché et tout le monde trouver des solutions. Alors, on va peut-être déjà faire un point d'actualité, voire faire un état des lieux, on va dire, de la rénovation énergétique. Je vais peut-être commencer par vous, Jean-François Coquart, donc en tant que président de la commission syndic de la FNAIM Grand Paris. Là, on parle donc des copropriétés. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis concrets que rencontrent actuellement les copropriétés, les syndics, dans la mise en œuvre justement de ces projets de rénovation énergétique? Alors les défis concrets que rencontrent les syndics et les copropriétaires, c'est de bâtir des projets collectifs qui nécessitent au premier lieu une adhésion des copropriétaires très forte, puisqu'en effet des projets collectifs importants en termes de financement, importants en termes de travaux, nécessitent à la fois des syndics compétents, mais surtout des copropriétaires très motivés pour financer ces projets. Donc ça, c'est le premier défi qui concerne toutes les copropriétés. Le second défi, c'est faire la montée en compétence des copropriétaires de manière à leur expliquer qu'est-ce que la rénovation énergétique, quels sont les enjeux environnementaux, quelles sont les étiquettes énergétiques, quels sont les impacts de la nouvelle réglementation. Donc ça, c'est un gros travail de montée en compétence des copropriétaires, dans la mesure où on a affaire à des personnes qui sont des non-professionnels et qui ont besoin d'avoir une vulgarisation d'informations assez techniques. C'est pas évident, hein, pour faut le dire, l'essentiel. quand même. C'est Tout à fait. quand on n'est pas du métier, c'est du chinois. C'est très technique, même pour les professionnels, c'est très technique, ça nécessite une explication très approfondie et beaucoup de pédagogie. Ouais. Et le point essentiel aussi, c'est la mobilisation des financements, des aides qui sont disponibles. Qui Et là, change tout le temps, d'ailleurs. qui évolue beaucoup et qui nécessite un accompagnement de personnes également qualifiées pour vraiment canaliser le maximum d'aide pour financer un projet. Guillaume, justement, peut-être votre avis là-dessus, hein. Qu'en est-il de cette actualité? C'est vrai que là, on parle des aides qui changent, qui évoluent constamment. En tant que Français, enfin, c'est vrai que les Français particuliers sont perdus, hein. Il y a une étude qui est sortie récemment. Un Français sur deux n'est pas au courant de toutes les aides qui existent concernant la rénovation énergétique. Comment vous vous en sortez en tant que professionnel de ce secteur? C'est vrai que souvent les particuliers ou même des professionnels pour qui nous travaillons nous contactent en nous demandant où on en est au niveau des lois, mais c'est vrai qu'il y a plein d'arrêtés en suspens. On attend en tout cas que ça passe pour pouvoir activer les bons leviers. Et puis c'est vrai que je peux comprendre aujourd'hui que avec plein d'outils sur la rénovation énergétique, et on parle d'audit, on parle de DTG, on parle de DPE collectif, DPE individuel. Ouais. Donc je pense qu'effectivement ça peut être complexe pour quelqu'un de non initié, comme vous le disiez très justement, quoi. D'où l'importance des professionnels. Jacques Baudrier, alors en tant qu'adjoint à la maire de Paris en charge du logement, justement, quelles initiatives la ville de Paris a-t-elle mises en place pour faciliter ces rénovations, donc ces rénovations en copropriété? Est-ce que pour vous, les copropriétaires parisiens ont-ils les moyens de répondre à ces exigences? Alors, oui, enfin, ça progresse très fortement.
Donc, la ville de Paris, dès 2016, avait mis en œuvre une aide qui s'appelait Éco-Rénovons Paris, qui aidait en particulier les copropriétés avec des propriétaires modestes, à bas et moyens revenus. Et on a élargi très fortement cette aide en septembre 2022. Donc ça a été un choix politique très fort de notre majorité, et donc d'offrir une aide beaucoup plus universelle et beaucoup plus importante financièrement. Donc en gros, tout l'accompagnement des copropriétés est gratuit, et on apporte une aide aux travaux qui fait que en moyenne, on quasi double l'aide MaPrimeRénov' copropriété de l'État. Donc, suite à cette décision, qui est très importante financièrement, c'est le plus gros arbitrage financier de toute la mandature, et même depuis 2 mandatures prises par notre exécutif et la maire de Paris, on a recruté énormément de copropriétés auprès de notre opérateur, l'Agence parisienne du climat, qui se sont lancés dans des projets de rénovation. Il y a 3 ans, on avait moins de 4000 copropriétés engagées. Aujourd'hui, on en a plus de 15 000. Et donc, il y a près de la moitié des logements de Paris qui sont dans des copropriétés engagées dans des processus de rénovation. Et alors, donc, ils ont fait les DTG, maîtrise d'œuvre, enfin tout le parcours. Et là, on va passer. L'an dernier, on avait eu 2000 logements en travaux. Cette année, on va passer à 5000. L'an prochain, 9000. Dans 3 ans, 15 000. Et donc, notre objectif est d'arriver à 40 000 logements de copropriété en travaux par an d'ici 2030. Donc, c'était multiplié par 20. Et pour l'instant, on est en ligne avec cet objectif. Donc, ça augmente très, très fortement, mais grâce à l'aide financière massive que la ville a mis en œuvre. Quel budget vous avez débloqué justement pour ces aides? Alors, pour l'instant, là, aujourd'hui, les aides, le budget de cette année, ça va être de 10 à 15 millions d'euros, mais c'est les aides relativement aux projets qui ont été lancés avant la nouvelle aide. À terme, ça va augmenter très fortement. Jusque dans 5-7 ans, on va atteindre des niveaux qui seront de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, jusqu'à 200 millions d'euros par an. Donc, c'est vraiment un effort budgétaire massif. Mais si on ne faisait pas ça, clairement, il y aurait eu beaucoup moins de rénovation. Et ça veut dire qu'on se retrouverait dans les années 2030 avec des canicules. L'été moyen en 2030, ça sera l'été 2003. Il y avait eu 1000 morts à Paris du fait de la canicule. Donc, rénover très vite le maximum de logements, c'est une priorité pour économiser l'énergie, mais aussi et surtout pour la santé publique. Ça veut dire qu'on accélère massivement la rénovation pour sauver des milliers de vies chaque été à partir de dans 5-10 ans à Paris. Donc, c'est pour ça qu'on a pris les grands moyens, une décision massive, et preuve en est que ça marche. D'où ce déblocage de budget, parce que c'est vrai qu'on connaît le budget de la mairie de Paris, c'est un peu compliqué. C'est pour vous une urgence vitale pour certains habitants. C'est simple, quand les climatologues nous disaient, voilà, si on ne rénove pas. Alors, le parc social, on a déjà engagé la rénovation depuis 15 ans. En gros, on est en ligne, on aura tout rénové d'ici 20 ans. Donc là, on est en ligne. Mais le parc privé, si on en restait à ce rythme-là, il y aurait eu plus de 90% des immeubles qui n'auraient pas été rénovés, même dans 20 ou 30 ans. Ça voudrait dire qu'on aurait eu des milliers, des dizaines de milliers de morts, parfois. Voilà, donc c'est carrément un impératif de santé publique, donc en responsabilité. Et le seul moyen, en gros, pour réussir à déclencher ces rénovations, c'est d'apporter des aides financières. Enfin, et de fait, ça marche, donc ça fonctionne. Le problème, c'est que quantitativement, ça fonctionne. Qualitativement, on a un sujet, mais c'est lié avec le sujet du jour, c'est qu'on s'aperçoit qu'on rénove énormément de bâtiments d'après la Seconde Guerre mondiale, qui sont plutôt moins chers, des plus grosses copropriétés, des propriétaires occupants. Et par contre, sur le bâti ancien d'avant 1914, où il y a beaucoup de DPE, F et G, eh bien là, comme les coûts sont beaucoup plus élevés, à ce stade, pour l'instant, on y arrive beaucoup moins. Et ça, c'est un gros problème qui est encore devant nous. Juste, j'aimerais revenir sur cette notion de canicule. C'est vrai qu'on parle beaucoup des passoires thermiques. Il y a les bouilloires thermiques. C'est quand il fait très chaud l'été, vous l'avez dit. On a un peu de data, justement. Là, vous disiez, ce serait des milliers de morts. Est-ce qu'il y a des études? Je ne sais pas. Et puis, est-ce que, concrètement, quand on fait des travaux de rénovation énergétique, combien on gagne en degrés l'été, par exemple? Enfin, combien on perd de degrés, plutôt? Est-ce que quelqu'un... C'est une question piège, apparemment. non, mais c'est intéressant, parce que est-ce qu'il y a vraiment... Et c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment des résultats? Il y a des résultats. Nous, d'ailleurs, dans nos logements sociaux et dans les équipements publics, on utilise systématiquement uniquement des isolants biosourcés pour conserver la chaleur, pour avoir un effet adapté au confort d'été. On estime qu'on gagne entre 10 et 15 degrés de moins. Donc c'est massif. Donc quand il fait 40 degrés dehors, on a 30 à la maison. Voilà, et donc parfois ça vous fait, si vous passez de 50 à 35 ou de 40 à 25, c'est y compris... pour les personnes âgées et les bébés, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes âgées, surtout, le danger est massivement dans les derniers étages et au dernier étage souvent. Donc ça... parce que la chaleur monte. Ça peut être la différence, et puis tout l'impact solaire vient du soleil, donc sur le dernier étage. Donc c'est une question parfois de vie ou de mort.
Mmh. Moi, je voudrais saluer, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. La ville de Paris a toujours été précurseur sur un certain nombre de sujets et sur la partie accompagnement de la rénovation énergétique, en fondant l'Agence parisienne du climat avec la plateforme Coach CoPro. Il y a eu quand même beaucoup d'avances qui a été prises pour montrer un peu sur le territoire national comment on pouvait dynamiser l'accompagnement des copropriétés. Et d'ailleurs, la FNIM Grand Paris a signé avec la mairie de Paris l'année dernière une charte d'engagement des syndics de copropriété aux côtés de la ville pour accompagner la rénovation énergétique et notamment le programme Éco-Rénovons Paris Plus. Donc il y a des initiatives qui sont d'ailleurs embrayées par d'autres métropoles en France. Voilà, faut le reconnaître parce que Jean-François nous l'a dit dans la partie pédagogique à apporter aux copropriétaires. On sait aujourd'hui que si on n'avait pas les aides de l'Agence parisienne du climat de la ville sur la réalisation du diagnostic technique global, qui va au-delà des exigences réglementaires du PPPT pardon, et du DPE collectif, on n'aurait probablement pas pu initier une dynamique comme celle-là. Donc aujourd'hui, c'est un outil fort. La FNAIM est toujours appelée avec l'Agence parisienne du climat à accompagner les copropriétés. Et on peut dire en tout cas sur ce point qu'il y a une dynamique importante et qu'on tend à accélérer parce qu'on voit bien, et les chiffres nous ont été dit tout à l'heure, on est loin des enjeux de résultats Bien sûr. qu'on est censé attendre. Quand Ouais. on voit le parc de logements parisiens et qu'on vise un objectif de 15 à 40 000 logements, on voit bien que par rapport à l'ampleur du chantier, je crois que les logements classés G et seulement ceux-là, c'est 192 000 logements en Île-de-France, donc c'est monumental. Et sur l'Île-de-France en général, les logements qui sont visés par la politique énergétique, les logements classés G, F et E, c'est plus de la moitié du parc francilien. Donc c'est infaisable dans le délai qui nous a été indiqué, mais en tout cas, c'est un enjeu important. Les 192 000, c'est les G en parc locatif. Oui. Oui, c'est pas Oui. 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 Donc c'est ceux oui, qu'il faut, En parc locatif, qu'il faut rénover. Ouais. Pour rénover tous les G, c'est encore plus. Parce qu'il y a des propriétaires qui habitent dans des G et dont Oui. on ne connaît pas Qui ont le droit, l'existence. Ouais. Question pour Guillaume et après pour Jean-François. Guillaume, c'est vrai que là, on parle beaucoup dans les médias de la rénovation énergétique. Les médias s'en sont vraiment emparés. Mais il reste quand même de nombreux Français qui ne sont pas au courant de cette rénovation énergétique. Vous, les particuliers qui viennent vous voir, voilà, est-ce que vous savez comment ils ont été au courant? Est-ce que c'est le syndic qui les a prévenus? Comment ça se passe en fait? Quel est sur le terrain? Quel est votre ressenti? En fait, on va avoir deux typologies de clients. On a ceux qui effectivement sont gérés. Donc, on a l'administrateur de biens qui, eux, ont anticipé les choses en suivant le calendrier pour la mise en place soit du 3PT, soit du DPE à l'immeuble. D'ailleurs, calendrier qui n'était pas corrélé, donc forcément, c'était encore une complexité de plus à gérer derrière. Et donc, eux sont informés via du coup le syndic ou le gestionnaire. Par contre, effectivement, le particulier un petit peu isolé qui fait sa location ou sa transaction, lui, forcément, il y a le diagnostiqueur qui est le premier élément auquel il va être confronté pour prendre les renseignements. Mais aujourd'hui, les diagnostiqueurs, même eux, c'est un peu complexe pour eux. Je me mets à leur place pour les certifications où il y a des éléments qui changent, des décrets qui ne sont pas encore passés. Et donc, forcément, il faut à un moment donné que ça soit clarifié, quoi. Oui, on a un périmètre qui est mouvant en permanence et c'est ce qui pose des difficultés quand on veut inscrire une rénovation qui doit s'inscrire dans le temps. Quand on change le dispositif d'accompagnement, de subvention en permanence ou même les règles de calcul du DPE, tous les critères bougent en permanence et on s'y perd. Et moi, je me souviens comme je suis membre du Conseil national de l'habitat, on avait des discussions, y compris avec les agences locales énergie-climat, les ALEC, qui sont des dispositifs publics d'accompagnement à la rénovation énergétique. La PC est une ALEC. Moi, je me souviens d'une directrice qui nous a dit, mais en fait, on ne sait même plus quoi dire à nos administrés parce qu'en fait, on comprend plus rien à ce qui se fait et ça évolue en permanence. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin de stabilité des dispositifs publics, des aides, on a besoin de les améliorer. Alors, quand c'est dans le bon sens, ça va, mais quand on change le périmètre en permanence, c'est compliqué Ouais, et bien tout sûr. le monde a du mal à s'inscrire, surtout en copropriété où les délais de réalisation des opérations, c'est entre 3 et 7 ans. Donc, et à un moment donné, si on change le périmètre tous les 6 mois ou tous les ans,
On a une année, on a eu 3 fois changement de périmètre de MaPrimeRénov'. Autant vous dire que C'était l'année dernière, je crois. c'était l'année Ouais. dernière, oui. Le temps Mm. passe vite, n'est-ce pas? Jean-François, justement, comment vous faites pour embarquer tous les copropriétaires en tant que syndic? Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les mêmes contraintes. Je parle notamment des propriétaires bailleurs. Alors, on verra, on parlera un peu plus en détail du marché locatif, mais eux, ils sont contraints par un calendrier fixé par la loi Climat et Résilience. Comment vous faites pour essayer de convaincre les autres propriétaires qui ne sont pas du tout concernés par ça? On l'a dit, les propriétaires résidents, comment... Bah, en fait, je rappelle que le statut de bailleur et le statut d'occupant, mais que la problématique ou en fait le souhait de tous les copropriétaires, c'est d'avoir un immeuble qui soit entretenu, qui soit valorisé. Et maintenant que la mise en place des plans pluriannuels de travaux, on a une visibilité sur 10 ans de ce qui a été fait sur un immeuble et ce qui reste à faire. Donc en fait, la valorisation du bien, de chaque bien, qu'on soit bailleur ou qu'on soit occupant, elle va tenir compte des engagements de travaux qui ont été faits et de ceux qui sont à venir. Donc en effet, c'est un sujet collectif de copropriété. Ça, c'est un élément essentiel qui doit permettre d'engager tout le monde dans ces travaux d'entretien. Deuxièmement, il faut toujours avoir à l'esprit que dans un immeuble, les travaux collectifs, quand on traite l'enveloppe du bâtiment, que ce soit les façades, la couverture, etc., ce sont des travaux qui sont plus durables et plus efficaces que faire des traitements internes dans les appartements. Donc en effet, c'est privilégier ce type de travaux. Mais ça coûte plus cher ou pas forcément? Alors non, ça coûte pas plus cher parce que ça coûte plus cher quand on rajoute un peu de rénovation énergétique, mais c'est des engagements qui sont faits pour plusieurs décennies. Donc en effet, ça doit être intégré. C'est lissé en fait. Voilà, ça doit être lissé, ça doit être intégré dans le bilan du bailleur qui sait qu'en effet il va toucher le loyer, mais chaque année il devra réserver un budget pour l'investissement, la rénovation et l'entretien du bâtiment. Et ce qui permet également d'engager tout le monde dans cette opération, c'est également de permettre des financements qui soient faciles, qui soient accessibles à tous et qui soient possibles pour les bailleurs et pour les copropriétaires. On a des copropriétaires occupants, on a des formules qui sont assez simples et qui permettent vraiment d'emmener tout le monde sur ces projets collectifs. Ouais, c'est vrai que le budget, c'est un peu la clé de voûte de Le tout. nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Alors, on a parlé des répercussions donc sur la santé de cette rénovation énergétique, enfin de cette absence de rénovation énergétique. On va parler maintenant des répercussions sur le marché locatif. Oui. Voilà, pas des moindres. Alors c'est vrai que le marché locatif connaît une véritable tension. Il y a vraiment une crise du logement à cause de cette tension locative. Encore plus à Paris. Paris est vraiment... Dans toutes les grandes villes. Ouais, dans toutes les grandes villes. Mais bon, Paris, déjà, de base, était concerné par ce problème de location. Là, c'est vrai que ça accroît ce souci. Je parle donc des interdictions à la location fixées par le calendrier de la loi Climat et Résilience. Donc, Jacques Baudrier, comment... déjà, est-ce qu'on peut faire un état des lieux donc, de cette demande locative? Alors, la demande locative, donc, on travaille, y compris avec la FNAIM, l'UNIS, et puis tous les acteurs de l'immobilier privé, Se Loger, particulier à particulier, bien ici, que je réunis régulièrement. On échange sur ce sujet. Donc, le diagnostic que je veux dire, c'est un diagnostic partagé avec les acteurs de l'immobilier privé. On est dans une tension locative qui s'accroît en dehors de ce sujet des DPE. Pourquoi alors? Pourquoi? C'est parce que structurellement, moi j'étais à Rome pour un colloque sur ces questions, pas plus tard qu'en début de semaine dernière, dans toutes les grandes zones et capitales européennes très touristiques attractives, dont Paris fait partie, mais comme Rome, Lisbonne, Barcelone, Athènes, Amsterdam, ou comme toute la Côte d'Azur, les grandes villes françaises, la côte basque, on a le même phénomène. On a un développement des meublés touristiques. Ça, à Paris, on a obtenu un projet de loi qui va les juguler. Donc, ça, ce problème est réglé pour nous, pas pour beaucoup d'autres, mais voilà, enfin, va être réglé pour nous. Et on a surtout l'énorme sujet du développement des résidences secondaires et de logements vacants, qui fait qu'on a une part de plus en plus importante, année après année, depuis une vingtaine d'années, qui est inoccupée. Donc, à Paris, on a aujourd'hui 300 000 logements, c'est-à-dire presque 300 000 sur 1,1 million, c'est-à-dire près de 30% du parc immobilier privé qui n'est pas habité comme résidence principale, qui est soit du logement vacant, mais aussi énormément de résidences secondaires. Qu'est-ce qu'on appelle logement vacant? Logement Qu'on soit vacant, clair. c'est le logement où il n'y a personne. Oui, mais c'est des gens qui n'en font rien et qui n'y vont jamais. Et il y en a, mais il y a surtout beaucoup sur les 300 000, il doit bien y avoir, alors c'est des questions de comptage de l'INSEE, mais près de 200 000 résidences secondaires, et ça augmente de 7 000 par an. Donc on a pris... En gros, il y avait 230 000 il y a 10 ans, logements inoccupés, 300 000 ans. Donc ça, c'est déjà une tendance de fond et qui touche, et donc qui réduit, et ce qui baisse,
le nombre de propriétaires occupants est assez stable, le nombre d'hébergés gratuitement ne bouge pas beaucoup, il y a un peu plus de logements sociaux chaque année parce qu'on en crée, mais ça c'est des logements où il y a des gens dedans, donc le problème est réglé. Mais ce qui baisse, c'est le parc locatif privé. Donc en gros, depuis 10 ans, la tendance c'est moins 8 000 logements locatifs privés par an, plus 7 000 résidences secondaires, pour faire court. Et c'est une tendance de long terme qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 350 000 logements locatifs privés. Il y en avait 430 000 il y a 10 ans, 600 000 il y a 30 ans. Ouais. Donc on est déjà... Et à Rome, par exemple, mon collègue de Rome me disait qu'ils avaient perdu en 10 ans 80% de l'offre locative privée. Donc dans plusieurs capitales européennes, on est dans une situation de bientôt 0 logement locatif privé. Nous, on n'est pas encore là, mais on a été divisé par 2. Et donc, on est de cette tendance de long terme. Et si on ne régule pas le marché, on ne s'en sortira pas. Et c'est vrai aussi à Nice, à Biarritz, enfin, dans toutes les zones touristiques. Et donc, les sujets d'interdiction de relouer les DPEG viennent se surajouter à cette tendance de fond qui est ultra négative. Oui, et où il faudrait que l'État intervienne. Et ça, donc, le problème, c'est l'interdiction de relouer. Moi, je ne suis pas contre ce dispositif, parce que c'est une incitation très forte à la rénovation. Mais le problème, c'est l'inadéquation entre l'interdiction de relouer et dans le même temps les aides. Parce que les aides, en gros, la MaPrimeRénov' d'offre copropriété de l'État, sont très, très bien adaptées pour rénover les E et pas pour rénover les G. Parce que les G coûtent beaucoup plus cher les rénovations, les aides sont quasiment les mêmes. Donc en gros, nous, on est en train de rénover énormément de logements. Oui, c'est pas les mêmes travaux pour des 1G que pour un E. C'est 2 fois plus cher. Ouais, bien sûr. Et si vous avez la même aide pour faire 2 fois plus cher, en gros, c'est ceux qui se décident, c'est ceux que ça coûte moins cher. Donc aujourd'hui, l'État a une politique qui est totalement incohérente. C'est il interdit de relouer des logements et il a un dispositif d'aide qui aide surtout à rénover d'autres logements. Donc en gros, au lieu de perdre 8 000 logements de locatifs privés cette année, on risque d'en perdre 15 à 20 000 à Paris. Donc ça veut dire 30 à 40 000 habitants de moins à Paris. C'est dramatique en termes de crise du logement. Donc le sujet, c'est, nous, ce qu'on demande, c'est d'une fiscalité comme la plupart des grandes villes du monde, c'est plus de fiscalité sur les résidences secondaires et les logements vacants. Ça a marché en... Mais est-ce que ça va vraiment décourager les gens en tout cas, au Canada, elle est 10 fois plus forte, la fiscalité, que chez nous. La taxe sur les résidences secondaires qui a été créée, c'est suite à ma proposition il y a 10 ans avec Yann Brossat. Donc je suis sûr. Et vous en êtes fier. J'en suis fier. J'en suis fier. Si on n'avait pas fait ça, il y aurait 100 000 habitants de moins à Paris. Au Canada, moi je suis élu communiste. Canada, c'est voilà, un coin très trotskiste, comme c'est bien connu. Et la taxe à Vancouver est 10 fois plus élevée. À New York, ils sont en train d'analyser, ils vont voter d'ici quelques semaines une taxe qui est 8 fois plus élevée que celle de Paris. Après, il faut voir dans le temps si ça dure. New York, grande ville communiste, vous voyez. Ne prenez pas tout le monde comme exemple. Parce que moi, le communiste, j'en ai un autre exemple, c'était en Ukraine, parce que moi, j'ai la famille qui a immigré d'Ukraine, qui a fait le communisme, donc c'est pas le même. On va pas parler de communisme ici. Mais en tout cas, voilà. en tout cas, clairement, notre sujet numéro 1, c'est la fiscalité, ce qui marche un peu partout en Suisse, au Canada. Et l'autre sujet, c'est qu'il faut des aides beaucoup plus importantes pour les DPEG, parce que là, en gros, cette tendance de fond s'accroît très fortement. Il faut que l'argent de l'État, MaPrimeRénov' copropriété, pour rénover les passoires thermiques et les bouilloires thermiques aussi, soit beaucoup plus élevé pour les DPEG. Et actuellement, moi, je vais rencontrer la ministre du Logement d'ici 15 jours. J'étais au cabinet du ministre des Finances il y a une semaine. Vraiment, c'est un cri d'alarme. Et je pense que le constat est partagé par l'ensemble des acteurs privés. Là, on va dans le mur avec cette interdiction. Avec cette interdiction qui va se rajouter. Qui n'est pas associée à des aides qui permettent, si c'était cohérent, ça irait, mais c'est totalement incohérent. Et puis, il y a eu, en même temps, ça tombe mal parce qu'il y a eu cette inflation aussi qui a pesé sur le pouvoir d'achat des Français. Les propriétaires ont moins d'argent pour faire des travaux. Il y a ça aussi qui a joué. Il y a le mauvais timing. Je crois qu'on a surtout un espèce d'effet d'entonnoir où tout arrive en même temps. On avait anticipé le coup à l'époque de la loi climat et résilience qui avait été prise en urgence avec un calendrier qui était déjà impossible à réaliser. On se rend compte que tout est en train de se conjuguer. Alors, moi j'ai bien entendu les propositions de la mairie de Paris sur le sujet de la taxation. J'entends qu'il y a des exemples dans le monde, très bien. Moi je ne partage pas du tout le sujet. Nous, on voudrait vraiment plutôt inciter les plutôt que punir. Plutôt que punir. Ça c'est. Alors, on sait qu'il y a des sujets, on est d'accord, d'autres sur lesquels on ne sera pas. Mais les méthodes ne sont pas, ne font pas consensus. En fait, en réalité, oui, on parlait tout à l'heure du nombre de logements vacants. On sait qu'on parle entre 200 et 300 000 logements, mais en réalité, les vrais logements vacants, ceux qui sont utilisés par personne, je ne parle pas des résidences secondaires. La résidence secondaire, c'est quand même l'appartement que vous vous êtes acheté, puis vous vous dites, je vais aller voir ma famille 1 mois par an, 2 mois par an. C'est votre droit.
c'est pas la même chose qu'un logement qui est complètement vacant, dans lequel plus personne n'en a aucun usage. Et là, il y a effectivement un chantier important de mobilisation des acteurs pour arriver à faire en sorte que les logements qui sont vacants aient une utilité. Soit une utilité pour l'habitation principale, soit pour du locatif. Je préférerais du locatif parce que, on l'évoquait tout à l'heure, si on veut arriver à répondre à ces files d'attente interminables dans les immeubles. Maintenant, il n'y a même plus de files d'attente. Hein. Ouais. Dans une agence immobilière, vous mettez une annonce, au bout d'une heure, il y a 200 appels, on n'arrive même plus à répondre aux demandes. Ça se fait sur des espèces de listes d'attente, ça ressemble à rien. Donc du coup, on a un vrai cri d'alarme et on ne peut pas mettre tous les demandeurs en dehors de la région parisienne. Il y a un moment donné, il faut créer un vrai choc d'offres et pas celui qui avait été proposé par Gabriel Attal. Hein. Faut avoir vraiment du volume, sauf qu'il y a des zones ultra denses sur lesquelles on ne peut pas nécessairement construire plus, même s'il y a des programmes d'accompagnement pour la surélévation des immeubles existants, du logement. Quand on ne peut pas le créer, on ne peut pas le créer. Donc la demande, elle est toujours sous tension. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 42% des propriétaires de passoires énergétiques veulent mettre leurs biens à la vente. Les bailleurs. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour propriétaires faire les bailleurs. travaux. Il y a plusieurs sujets. Pourquoi alors? Bah déjà, vous avez l'âge du bailleur qui fait qu'il n'a pas nécessairement envie d'aller. Il y a 25% des bailleurs qui ont plus de 85 ans. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a des gens qui ne veulent pas faire des travaux. Ça fait peur de faire des travaux. Et puis, oui, parce qu'il faut trouver la bonne entreprise. Il faut être bien accompagné pour le financement. Je rappelle qu'il y a énormément de fraudes. Hein, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de fraudes, beaucoup de gens qui se font arnaquer. L'UFC Que Choisir a encore alerté cette semaine pour ces fraudes qui sont toujours. Je crois que Olivier Principal dit l'âge des propriétaires. À Paris, on est dans un marché immobilier privé qui n'a rien à voir avec le reste de la France, et qui est un peu comme des zones très touristiques. C'est pareil, c'est un ensemble de 10 millions d'habitants, la Côte d'Azur, la Côte Basque, les Alpes, ça n'a rien à voir. Les propriétaires à Paris, 81% des logements privés appartiennent à des multipropriétaires et plus de 60% du marché locatif. 80, il y a une étude qui vient de sortir sur l'INSEE. Ah oui, c'est 80. 81%. C'est les petits propriétaires, c'est plus de 1. C'est plus de 1. Ça peut être C'est-à-dire que les 1,6 logements en moyenne, ça rentre dans les multipropriétaires. Oui, ils sont très faibles. C'est que 10% des multipropriétaires ont plus de Non, mais à Paris, c'est beaucoup plus. À Paris, 60% du parc locatif privé, ça c'est pour la France, ça appartient à des gens qui ont au moins 5 biens immobiliers. Donc, si vous ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça me paraît beaucoup, ça. C'est la réalité. Regardez, c'est les chiffres de l'INSEE. Donc, à Paris, très clairement, mais ça n'a rien à voir avec le reste de la France où il y a beaucoup de gens monopropriétaires ou avec 2 logements maximum. À Paris, c'est pas le cas. Le parc locatif privé, 60% des gens qui ont au moins 5 biens immobiliers. Donc, si vous avez 4 appartements à Paris, vous êtes dans la minorité qui a le moins de biens immobiliers. Mais c'est la réalité. Donc, et massivement, les propriétaires du parc immobilier à Paris, multipropriétaires, ils payent l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est un vrai sujet, ou plutôt des propriétaires souvent âgés, 25% qui ont plus de 85 ans. Olivier Principal, voilà, ça marche. Nous, on fait des réunions publiques avec des centaines de copropriétaires parisiens. La moyenne d'âge est très âgée. Voilà, c'est la réalité. Il y a 500, oui, parce que c'est des biens qu'ils ont acquis au fil de leur vie. C'est ce qui se passe. C'est ce que dit l'INSEE, d'ailleurs. C'est pas une critique, c'est juste une réalité. Chacun a le droit d'être propriétaire. Mais le sujet, c'est que c'est des gens souvent âgés qui ont des revenus et des patrimoines conséquents, qui n'ont pas besoin de revenus locatifs pour vivre et qui donc, pour qui s'embarquer dans des travaux qu'on a 80 ans, 75 ans, des processus compliqués, eh bien, il y a un frein. C'est pas le sujet de, je dirais, et puis des travaux avec des investissements très importants. Et le fait, les propriétaires, et ce qu'on voit, les propriétaires occupants, et qui habitent souvent dans des immeubles des années 50, 60, 70, eux sont très enclins parce qu'ils habitent dans leurs appartements toute l'année, donc ils se disent, la canicule, donc ils y pensent à leur santé. Les propriétaires bailleurs, depuis la loi climat-résilience, ils sont un peu plus mobilisés qu'avant, mais avant, ils n'étaient pas tellement. Par contre, les propriétaires de résidences secondaires, et on le voit, nous, la carte des endroits où on n'arrive pas à rénover, c'est la carte de la concentration des résidences secondaires. Parce que les propriétaires de résidences secondaires, comme ils n'habitent pas là, ils viennent une semaine, un mois par an, ils ne voient pas l'intérêt. Et ils empêchent la rénovation de l'immeuble alors qu'il y a d'autres habitants dans les immeubles. Et ces habitants nous le disent, moi, j'ai que des Américains dans mon immeuble, personne ne peut rénover. Quel est le profil des propriétaires de ces résidences secondaires à Paris? C'est plutôt des étrangers? Non, c'est 20% d'étrangers. Ah oui, Américains, Italiens, Libanais, beaucoup dans le 7e et le 8e. bien sûr. Et après, vous avez beaucoup de Parisiens qui sont partis en province, en fait, et qui ont gardé leur appartement à Paris.
qui ont des générations qui ont pu acheter pas très cher, qui ont des moyens, pas forcément très Et qui riches. ont par exemple des enfants aussi qui peuvent aller à Paris pour leurs Ou études. qui gardent et qui reviennent une semaine par an, de temps à autre. Et puis, vous avez aussi des personnes de province, souvent retraitées aussi, qui achètent un bien à Paris pour venir aller voir leur médecin, et pour des sujets culturels. Donc, Et il y a eu l'essor du télétravail aussi qui a dû jouer. oui, mais c'est plus minoritaire. Mais ça, vous ne pouvez pas interdire à des Non, mais- Français d'avoir une résidence Mais, secondaire. je ne peux pas l'interdire, mais il faut savoir que sur la fiscalité des résidences secondaires, par exemple sur les droits de mutation, la France est quasiment le seul pays d'Europe où vous payez le même taux de droit de mutation en résidence principale et résidence secondaire. Partout ailleurs, c'est 2 fois plus. Partout ailleurs, Ouais. tous les autres pays. Donc, avoir une résidence secondaire, c'est pas un problème s'il n'y en a pas trop. Si on arrive à un moment à Paris où on arrive avec 300 000 logements vacants en résidence secondaire, et si ça continue, on aura 400, 500 000, il n'y aura plus d'habitants Bien partout. sûr. Donc Ouais. s'il y en a trop, ça devient un problème, et donc il faut réguler avec la fiscalité. C'est ce que font tous les autres pays occidentaux. Pour en revenir à la crise de l'offre locative, parce que on peut parler effectivement de la fiscalité, mais de manière générale, aujourd'hui on travaille tous sur le statut fiscal du bailleur privé, puisqu'il y a un rapport qui doit être établi par la ministre du Logement dans peu de temps. Sur Il y a le une sujet. commission qui bosse dessus. Ouais. hein. Oui, parce qu'en fait, on parle d'effets cumulés. Vous avez plusieurs facteurs qui freinent. La rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Il y a un sujet d'engagement, il y a un sujet d'aide, et puis il y a surtout un sujet qui fait qu'on a des intérêts divergents. Même si beaucoup de propriétaires sont enclins à faire attention à l'entretien de leur patrimoine, même si on a des aides, il faut se rendre compte aujourd'hui que le bailleur qui loue un logement longue durée est le seul pour lequel il y a une interdiction de louer. Le seul. Donc dans un immeuble, vous avez un local commercial qui a aucune obligation. À l'étage, vous avez un médecin, un local professionnel, aucune obligation. Vous avez un propriétaire occupant en face qui n'a aucune obligation. Vous avez quelqu'un C'est qui pas loue un logique. logement en location touristique Airbnb, qui a eu un moratoire jusqu'en 2034. Et le seul idiot, premier acteur du logement en France, qui est le bailleur privé, c'est le seul à qui on interdit la location si son logement n'atteint pas la performance. Et c'est sur lui seul que porte la Et responsabilité qu'est-ce qu'il faudrait de faire, alors convaincre tout un immeuble. Et à un moment donné, on Il ne peut faut pas. obliger Mais déjà, tout. il faut annuler les interdictions de location. Moi, je suis désolé. Je suis d'accord sur le fait qu'un calendrier et une notation énergétique des logements, ça sert à piloter une politique de rénovation énergétique. Mais quand on est dans une crise du logement qu'on avait prévue, qui est celle dans laquelle on est, et pour laquelle il n'y a pas de signaux qui permettent de relancer l'offre locative, tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Et dans Paris, même si je sais que la maire de Paris est attentive à la diversité des publics qui sont dans les logements, il nous faut des locataires, il nous faut des Bien sûr. propriétaires, il nous faut tout, bien évidemment. Et à un moment donné... quand je vous parlais tout à l'heure de 42% des propriétaires de passoires qui veulent vendre, ça veut dire 42% de ces personnes qui ne mettront plus en location. Les personnes qui vont acheter des passoires, ça va être soit des investisseurs, et il y en a de moins en moins, puisque la fiscalité, Ouais, elle est plus avantageuse. elle n'est pas avantageuse, bien évidemment, sur le marché locatif. Et donc, du coup, on va ne faire qu'aggraver, mais de manière exponentielle, le sujet de la crise qui est déjà catastrophique. Donc, si on n'arrive pas à régler le problème des interdictions de location par des dispositifs d'État, alors il y a un projet de loi qui est au Sénat en ce moment, parce qu'il a déjà été retoqué à l'Assemblée nationale précédemment. CEDA, ça a été validé. Hein. Oui, alors ça a été validé, mais alors on attendait des vraies choses. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Donc ça va repartir à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, les signaux sont pas assez forts. On voulait protéger les contrats de location en cours, les baux en cours, parce qu'il y a quand même, dans le marché locatif, il y a quand même des mouvements. On reste pas locataire toute sa vie. Hein. En général, c'est tous les 4 à 5 ans, on change de logement. Donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a un changement de locataire, on aurait pu obliger d'atteindre la performance énergétique minimale. Encore faut-il qu'on y arrive, puisque les logements classés G, même si vous faites un certain nombre de travaux, vous ne pouvez pas nécessairement, sans intervenir sur l'immeuble, arriver à une catégorie qui dépasse les E, puisque pour pouvoir être tranquille dans les 9 ans qui restent à venir, il faut avoir un logement au moins classé D. Donc sinon, vous allez faire que différer la problématique. Donc on a cette obligation de travaux qui est extrêmement compliquée à embarquer et qui fait que, bien évidemment, un propriétaire qui va se dire, puisqu'on m'interdit de louer ou qu'on met en difficulté avec mon locataire en place, puisque si dans 2 mois, le bail se reconduit tacitement au stade actuel des textes, on a l'obligation de faire des travaux en milieu occupé, ce qui est impossible. On a des immeubles avec des peintures au plomb. Je peux vous dire que quand on fait des travaux dans une cage d'escalier avec de la peinture au plomb, il faut des sas, il faut des zones pour décontaminer. Quand vous faites de l'isolation thermique, même par l'intérieur, je suis désolé, quand vous percez sur des murs avec des couches de peinture, il y a du plomb qui est volatile. Quand vous arrachez des fenêtres et que vous les remplacez, il y a aussi des matériaux. Et
croire qu'on peut faire des rénovations lourdes avec des logements occupés par des locataires, c'est de l'utopie. Donc en fait, il y a une déconnexion entre le pouvoir politique qui imagine des dispositifs relativement dogmatiques, et je remets pas en cause la nécessité de rénovation énergétique. Oui, mais ça, on le Non, sait, non, tout le monde est Ça, d'accord on là-dessus. l'a toujours crié. On est d'accord sur le constat. C'est la méthodologie qui est pas bonne. La méthodologie n'est pas bonne. Ce qui nous pose problème, c'est l'absence de modification efficace des textes pour arriver à détendre là où on en a besoin et accompagner mieux là où on devrait le faire. Jacques en a parlé tout à l'heure. Et alors, question sur les logements des étudiants, parce que c'est vrai on les a pas évoqués. Les étudiants subissent de plein fouet la crise du logement. Il y a 17% d'étudiants qui ont renoncé à leurs études en septembre, faute de logement. C'est quand même dramatique. Souvent, à Paris, les étudiants, ils sont logés dans des chambres de bonne, Oui, des petits... Moi, c'était mon cas, Ouais, donc bien je sûr. sais de quoi je parle, dans des petits logements, parfois moins de 9 mètres carrés. Question, alors déjà, Guillaume, peut-être concernant le DPE de ces logements, souvent il est pas bon. On est d'accord quand c'est des chambres de bonne, Forcément, nécessairement, vu que du coup, ça vous aura pas échappé que les étiquettes sont en kilowattheures par mètre carré. Ouais. Donc nécessairement, le ratio au mètre carré fait que on arrive dans des étiquettes les plus basses possibles du fameux graphique. Et donc, c'est vrai que parfois, on arrive même dans des impasses. Olivier en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des outils comme le DPE projeté qui nous permettent vraiment pour le propriétaire bailleur de pouvoir voir s'il fait telle action à un coût assez maîtrisé, est-ce que ça va changer. Mais même en faisant toutes les actions possibles et imaginables, on est bloqué en fait On dans est ce type bloqué. de logement. Donc, Et alors, question Jean-François, vous qui êtes syndic, ce type de logement, quels sont les profils des propriétaires, les chambres de bonne? Est-ce que c'est des multipropriétaires qui ont des tonnes de logements, ou est-ce que c'est des petits propriétaires plutôt qui ont deux logements, une résidence principale et une chambre de bonne qui louent? Plutôt des petits propriétaires qui ont un appartement principal et une petite chambre de service qui est adossée. Généralement, en effet, c'est des propriétaires qui ou vivent dans l'immeuble et ont cette chambre complémentaire, ou ont acheté un ensemble, mais Ouais. on a peu de mitage, on va dire, de chambres de service qui sont louées uniquement avec un biais spéculatif, en effet. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous connaissez par exemple des propriétaires qui ont arrêté de louer justement ces chambres de bonne faute de pouvoir faire les travaux? Oui, bien sûr. Il y a des propriétaires qui ont arrêté de louer ou qui sont allés dans le marché gris, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont plus suivis par des professionnels qui jouent le jeu, qui accompagnent les propriétaires, qui respectent la réglementation. Et donc, en fait, ils quittent ce marché. Et malheureusement, ils vont dans l'illégalité, quoi. Et donc c'est là où on a un sujet. Hein. Les étudiants, là, clairement, là, si on va perdre 15 à 20 000 logements cette année sur le parc locatif privé, donc ça va, les premiers touchés vont être clairement les étudiants. Alors, nous, là, j'inaugurais dans le 17e, avec le père de 17e, une résidence étudiante sociale de 152 logements hier. Donc, on passe la surmultiplier pour faire du logement social étudiant. Mais c'est sûr que si on arrive à faire 600 ou 800 logements sociaux étudiants, ce qui est déjà beaucoup à l'échelle française, Paris en fait beaucoup plus en Bien sûr. proportion. Mais si, dans le même temps, on perd 15 000 logements, et les victimes, ce sont les jeunes actifs, les étudiants. Ouais. Voilà, c'est eux. Donc c'est dramatique. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes femmes et jeunes hommes de province qui vont pas pouvoir faire des études, qui ont même été pris à Parcoursup et qui vont être obligés de rester chez eux parce qu'il y en a beaucoup pour qui leur filière pour faire leur parcours d'études, c'est en région parisienne. Donc c'est vraiment un problème social, et c'est aussi cette crise du marché du logement, c'est aussi un problème pour beaucoup d'entreprises, pour des collectivités comme nous. Moi, je discutais avec Jean Castex, PDG de la RATP. C'est un problème massif pour l'embauche, le fonctionnement même de l'économie, du secteur des transports publics. S'il n'y a pas de bus, c'est parce qu'il n'y a pas de logement pour loger les chauffeurs de bus. Ouais, donc c'est ça. Tout est corrélé en fait. Tout est corrélé. Ouais, ça se répercute sur l'emploi. Donc vraiment, on partage le diagnostic. Hein. Il faut faire quelque chose, il faut changer les règles. Alors, on peut avoir en tout cas des appréciations divergentes pour les outils, mais en tout cas, le diagnostic et Je sais de quoi vous parlez. le diagnostic, en tout cas, on le partage et on rencontre avec l'AFNAIM et l'ensemble des acteurs de l'immobilier privé. Et je tiens à remercier de façon très constructive. On essaie d'alerter les pouvoirs publics, ministères, parce qu'en tout cas, les dispositifs actuels ne fonctionnent pas. Voilà, il faut changer et changer très très vite. Et alors, il y a une autre incohérence. Est-ce qu'on peut montrer les images? Vous avez des images à nous montrer, un montage que vous avez fait, Olivier Principal. Alors, concernant le DPE, justement. Alors ça, c'est un logement indécent, une vraie indécence. Hein. C'est un logement indécent, mais la seconde sera aussi indécente, parce on voit une cuisine en état extrêmement dégradé. C'est donc les critères de l'indécence tels qu'ils sont prévus par le décret, qui a plus de 20 ans. Personne n'a envie de vivre Et quand dedans. on voit la suivante, vous allez voir ce que c'est un logement indécent en vertu des classements de logements classés G. Voilà ce qu'on a comme indécent.
on voit sur ces photos des logements avec des Il y a kitchenettes Guillaume qui fait oui de en la tête. excellent état. C'est des Non, mais c'est quand propriétaires. même hallucinant de voir ça. Alors, on en a 6 comme ça. Si on prend la suivante, vous voyez, ça, c'est indécent au regard de classement énergétique, Ouais. puisque le législateur a voulu faire la même chose. Guillaume, quand vous voyez ça, est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, sur le terrain? Oui. Bah, ça revient un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure avec le logement étudiant. C'est qu'on a ces logements-là qui sont parfaitement rénovés. Moi, j'ai plutôt le constat qu'effectivement, la plupart de nos clients, dans la moyenne, ils ont 1,6 logements. Alors ça. bon, pour le 0,6, on fera de la part, mais eux, ils ont fait un placement à un instant T. Et aujourd'hui, les mettre face à une interdiction de location et surtout de le prendre un petit peu dos au mur, c'est toujours pareil, hein, ça arrive, il faut obéir à l'échéance. Mais et surtout de les accompagner, comment on peut faire. Et c'est vrai que nous, le marché sur les diagnostics en location a un petit peu reculé. Alors la bonne nouvelle malgré tout, c'est que sur la transaction, on récupère des gens avec les primo-accédants, donc qui libèrent des logements pour pouvoir acheter. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle sur le marché aujourd'hui. Donc ça veut dire que les propriétaires de passoires thermiques vendent, c'est ça? Non, ça veut dire que des gens qui étaient locataires qui libéraient pas du parc locatif. Avec les du taux coup, qui ont baissé. avec les taux qu'on Oui, baissait, d'accord. vont pouvoir acheter. Et surtout, le DPE a du coup une nouvelle étiquette, en tout cas, qui est importante pour lui, c'est que les banques de plus en plus nous sollicitent pour avoir des DPE projetés, parce que s'ils sont capables de faire passer 2 étiquettes, ils revoient le taux à la baisse. D'accord. Le taux, donc le taux se fixe en fonction du DPE chez certaines banques. Exactement. Alors, DPE projeté, expliquez-nous rapidement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que pour les non-connaisseurs, Bien sûr. ça paraît un peu... Alors, faut revenir sur le DPE initial. Alors, juste une parenthèse, il date de 2006, donc on va bientôt lui fêter ses 20 ans d'anniversaire. Donc, Il n'est pas si jeune que ça, hein, ouais. le DPE. Initialement, il faut savoir que le DPE, ce qui est très drôle pour ceux qui ont fait de l'immobilier pendant longtemps, c'est que c'était vraiment le diagnostic, je crois, le moins mis en avant, parce Tout que à du fait. coup, il avait juste un rôle informatif, finalement. Évidemment, on sait toute la place qu'il occupe aujourd'hui. Et en fait, le DPE, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode 3CL, la fameuse. Donc, c'est la méthode de calcul des consommations conventionnelles. C'est on rentre des données d'entrée dans un logiciel et le logiciel, avec les algorithmes, va sortir une étiquette. Le DPE projeté, lui, va reprendre les données d'entrée du DPE et les changer par une amélioration que je souhaite faire. Généralement, ce que l'on constate, c'est j'isole mon mur de l'intérieur. Le mur, il n'y a pas d'isolation, donc j'enlève cette donnée, je la mets par une isolation intérieure en 6 cm ou en 12 cm, en fonction évidemment de la résistance thermique que je veux mettre, et ça projette l'hypothétique étiquette que je vais obtenir. Voilà, donc c'est ça le DPE. Ça permet de savoir. Et donc, c'est fiable. Oui, Oui, c'est assez fiable. Ouais, tout à fait. Question sur les travaux, Jean-François. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des travaux qui doivent être faits, des propriétaires qui rénovent. En tant que syndic, quand on décide de rénover, que ce soit collectivement ou même individuellement, il y a le sujet de trouver les entreprises. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça reste un frein aussi aux travaux. Est-ce que c'est facile de trouver? Ça reste une difficulté. En copropriété, on arrive à trouver, on a des entreprises qui sont vraiment qualifiées sur les parties communes, mais sur des travaux privatifs, ça peut être difficile. Alors, sur la rénovation énergétique, vous devez avoir des entreprises qualifiées RGE. Donc, reconnu garant de l'environnement. Voilà, reconnu garant de l'environnement. Il y en a de moins en moins quand même. Il y en a de moins en moins. Et voilà. ça coûte Donc, plus cher. Ça a tendance à se concentrer. En effet, les prix augmentent de cet effet. Après, sur des programmes collectifs, il faut regarder les entreprises, il faut regarder les AMO, il faut regarder les maîtres d'œuvre, tous les intervenants qui pilotent ce projet. Parce que là, on a des investissements massifs. Donc, en effet, il faut que les copropriétés soient bien accompagnées sur... Et comment vous les sélectionnez, encore une fois, les entreprises avec le syndic? Comment ça... Enfin, voilà. Alors, en fait, Parce qu'à Paris, c'est compliqué. Hein. Oui, Si alors vous faites après, plusieurs devis, comment c'est quoi les... Voilà, vous avez toujours le mécanisme de recourir à un maître d'œuvre qui lui fait le travail de décrire en effet la prestation qui est nécessaire pour l'immeuble, de consulter 3 à 5 entreprises et puis d'avoir et ensuite de faire cette analyse avec la compétence du syndic et la connaissance du métier du marché parisien sur quel prestataire il faut plutôt préconiser et quel prestataire qui peut être parfois des nouveaux entrants il faut attirer une certaine vigilance des copropriétaires. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment avoir un accompagnement assez fort avec des intervenants, alors qui sont parfois pris en charge par la ville de Paris, l'APC prennent en charge en effet l'intervention des AMO, donc ce qui est une aide importante pour la gestion des projets. Mais il est vraiment important d'avoir au sein également des syndicats professionnels un échange sur les partenaires,
les intervenants qui font les opérations de rénovation. Et quelle, justement, bonne pratique vous recommanderiez pour faciliter cette prise de décision, la validation aussi des décisions avec tous les copropriétaires? Là, on en a parlé, c'est vrai qu'ils ne sont pas souvent d'accord. Alors, c'est essentiel de dédramatiser, désacraliser l'Assemblée générale. Il faut jamais faire une Assemblée générale sur un projet de rénovation énergétique sans avoir eu tout un cheminement qui a permis d'expliquer aux copropriétaires et de répondre aux copropriétaires, répondre aux questions des copropriétaires sur le projet global. C'est-à-dire qu'en fait, une assemblée générale qui vote une rénovation énergétique est systématiquement précédée d'une ou deux réunions d'information dans lesquelles on délivre, sans la pression du vote à l'instant T, on délivre en effet l'information sur le projet. Mais une réunion avec tous les copropriétaires. Avec tous les copropriétaires, tout à fait. Vous les prenez pas individuellement? Non, avec tous les copropriétaires. Déjà avec tous les copropriétaires pour leur décrire le projet, décrire les financements, décrire l'accompagnement qui va être réalisé et répondre à toutes les questions. Parce que en fait, c'est souvent vous avez parfois des objections ou des questions techniques qui ne sont pas soulevées. En effet, donc les copropriétaires, par principe, n'ayant pas de réponse, votent contre en assemblée générale. Donc, il ne faut pas faire ça en AG. En fait. Non, faire ça il faut voilà, ça se prépare. Il faut laisser le temps suffisant après cette réunion pour que les propriétaires qui ont encore des questions vous questionnent l'architecte, questionnent le syndic, questionnent l'AMO, de manière à ce qu'on lève toutes les objections. Alors, on n'aura pas nécessairement levé toutes les objections parce qu'il y a des personnes qui, peut-être financièrement, n'ont pas prévu ça dans leur parcours de vie et ne voteront pas en faveur du projet. Peut-être d'autres ont en effet d'autres projets, mais en tout état de cause, les différents projets de rénovation énergétique que j'ai menés, à chaque fois qu'il y a eu cette réunion préalable et ce temps nécessaire de dédramatisation, les projets ont toujours été acceptés. Donc en fait, c'est de la pédagogie que vous faites à chaque fois. C'est un travail de pédagogique sur le long terme, sur 2 ou 3 ans, puisqu'un projet de rénovation énergétique, ça ne dure pas moins de 2 ans. Et j'aimerais juste qu'on ait un petit retour terrain quand même, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de ces grands sujets, mais d'un point de vue assez haut. Concrètement, sur le terrain, quelles sont les raisons pour lesquelles les copropriétaires disent non pour des travaux de rénovation énergétique ou des copropriétaires qui sont difficiles à embarquer? C'est quoi les raisons? À part l'argent? C'est assez variable. Ça peut être. Alors, c'est quand même. L'argent, c'est quand même souvent l'argent. On a des difficultés, notamment sur les petites copropriétés, où en effet, vous avez une masse de travaux qui est prise en charge par 3-4 copropriétaires. On n'aurait pas à le financer. Moi, concrètement, des copropriétés, j'ai une trentaine de logements, j'ai un petit bâtiment qui est isolé qui doit se rénover tout seul. Malheureusement, des quotes-parts à 50 000, à 60 000 euros, les propriétaires disent je préfère faire le minimum plutôt qu'en effet de m'engager sur de tels investissements. Donc voilà, ça, c'est les difficultés qu'on rencontre. Et puis après, c'est une politique d'une copropriété qui n'a jamais fait de travaux et qui ne veut pas encore s'engager dans ces investissements. Donc il y a tout le travail du professionnel FNAIM pour en effet expliquer qu'on travaille dans la durée, qu'on fait des plans pluriannuels, qu'on essaye d'investir au fur et à mesure et qu'on ne se retrouve pas devant ces situations, ce que j'appelle le mur de la dette. Donc il faut prévoir. Il faut prévoir, il faut planifier. Et le rôle du professionnel et du syndic, c'est d'expliquer aux copropriétaires que les choses se font dans le temps et que chaque année on investit un petit peu, y compris les bailleurs qui doivent prévoir dans leur budget en effet des travaux chaque année, une quote-part de gros travaux et qu'on ne fait pas tous les travaux au même moment. Donc la solution, c'est anticiper. C'est anticipé, et puis il ne faut pas oublier, on parlait tout à l'heure des entreprises, il faut oublier que pour pouvoir avoir des subventions publiques, il faut des entreprises qui sont classées RGE, reconnues garant de l'environnement. Donc trouver la bonne entreprise qui a le savoir-faire, c'est bien, mais il faut aussi les qualifications, et il y en a de moins en moins. Et alors ça, j'ai une question là-dessus, parce qu'en discutant avec certaines personnes du milieu, on m'a dit que c'était plus forcément aussi avantageux d'obtenir les aides, parce que les entreprises RGE, ça coûte plus cher. Les entreprises Pourquoi? RGE Parce que ça leur coûte vendent aussi leur qualification. Non, mais on a quand même un sujet où c'est compliqué d'être RGE, de devenir RGE ou de rester RGE. Ouais. Bien évidemment, la valorisation, elle se retrouve dans le prix des travaux. Alors, si vous voulez avoir des aides, il y a des gens qui en jouent aussi. On parlait tout à l'heure d'arnaque. Vous parliez d'arnaque. Il y a des arnaques au DPE, il y a des arnaques au C2E, il y a des arnaques sur les subventions. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que le pilotage qui est réalisé par le syndic de copropriété pour apporter des conseils à la copropriété avec le maître d'œuvre, l'architecte ou l'assistant de maîtrise d'ouvrage, c'est essentiel pour pouvoir donner confiance
dans une opération. Les copropriétaires vont mettre de l'argent, donc il faut arriver à régler tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des performances énergétiques qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc il y a des copropriétés qui ne vont pas sur des dispositifs d'aide et de subvention et qui vont du coup mettre de côté complètement le sujet de l'entreprise RGE et qui vont passer par des schémas plus classiques tels qu'on les connaissait avant la règle énergétique. Donc la confiance, elle est au cœur du sujet. Le diagnostic, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure. Le diagnostic étant un pivot aujourd'hui dans le pilotage de la rénovation énergétique, il faut avoir des diagnostiqueurs compétents sur lesquels on peut compter pour apporter des informations, et les services proposés comme ceux de Snexi avec le DPE projeté sont essentiels pour savoir où on va piloter notamment une rénovation d'un patrimoine locatif individuel. Et nous, on aimerait bien faire en sorte que la performance énergétique du logement fasse évoluer aussi la politique de la ville de Paris. On parlait tout à l'heure de facteurs comme la rénovation énergétique, mais l'encadrement des loyers a mis un coup. Alors, c'est dommage que M. Baudry est parti. Je sais que M. Baudry, c'est très bien qu'on en parle, parce qu'il m'a envoyé 2-3 sujets tout à l'heure. L'encadrement des loyers est un des facteurs qui font que les bailleurs se détournent de l'investissement locatif, indépendamment de la rénovation énergétique. Et à l'occasion de discussions qu'on a pu avoir ensemble, et j'espère qu'on pourra avancer là-dessus, il faut quand même pas oublier que l'encadrement des loyers qui obère quasiment de 25% la rentabilité de votre location. Forcément, ça donne pas envie. Ça donne pas envie d'investir pour rénover. Et derrière, si vous avez un logement performant énergétiquement, parce que vous y avez fait des travaux, vous n'avez pas nécessairement le droit de louer votre logement plus cher. Donc vous êtes encadré, que votre logement soit performant et rénové, vous allez payer la même chose, vous allez avoir un montant de loyer maximum identique à celui qui va avoir un logement en rez-de-chaussée qui consomme en énergie, qui a aucune vue dans un immeuble, ça a aucun sens. Et donc du coup aujourd'hui, mettre en place des dispositifs, des taxations, tout ce qu'on veut, je veux bien l'entendre, mais si on n'arrive pas à moduler les contours de ces dispositifs pour les rendre attractifs et corriger les effets dévastateurs qu'ont ces dispositifs, en fait, on ne fait que creuser le trou. On a eu une discussion. J'espère pouvoir arriver, et c'est dommage que Jacques Baudry nous ait quitté en cours de route. Mais, alors, il nous a quitté pour une réunion. Oui, mais j'espère qu'on arrivera à faire évoluer le dispositif, parce que l'AFNEM Grand Paris, qui a déjà contesté 3 fois le système d'encadrement des loyers, et on parle de on connaît votre position. Crise du marché locatif depuis 2015, ça tombe bien, c'était la date du premier encadrement des loyers, et depuis 2015, c'est la cata. Donc il y a peut-être un lien, il faudra en parler. En tout cas, on est sur ce sujet-là parce qu'on estime qu'il faut laisser au marché la liberté de se réguler par lui-même. Ça, c'est toujours fait. Et plus on met en place des dispositifs d'encadrement, et moins ça fonctionne. Donc, il faut écouter les professionnels. L'écoute, elle y est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est entendu. Donc, voilà, il faut faire évoluer les choses dans le bon sens. Et si on veut arriver à tout ça, c'est d'étendre les obligations de rénovation énergétique, c'est d'étendre le dispositif de l'encadrement des loyers et avoir une fiscalité meilleure de l'investisseur locatif pour lui permettre de vouloir continuer à faire l'effort et de prendre le risque de prendre un logement. On parlait tout à l'heure des professionnels qui sont le phare du conseil des clients. C'est vrai que quand vous achetez par une agence immobilière, que vous louez par une agence immobilière, vous avez le conseil du professionnel, où vous parle du contenu du diagnostic et des autres diagnostics qui existent avant d'acheter votre bien. En copropriété, c'est pareil. Le syndic de copropriété est là pour répondre aux questions. Heureusement que les professionnels sont là, parce qu'on veut absolument éviter ce marché gris de gens qui font n'importe quoi et qui portent atteinte à tout le marché en général. Donc il faut valoriser les propriétaires qui font des travaux, qui font des efforts, qui sont accompagnés par des professionnels pour une location vertueuse, et on milite pour ça et on lâchera pas. Alors justement, pour finir, on va peut-être parler des fraudes, parce qu'il y en a beaucoup, mais juste avant, on va parler de ce fameux DPE qui a parfois été critiqué de par, on va dire, sa fiabilité. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est vrai que la méthode de calcul, elle était pendant longtemps un peu floue. Bon, elle a été modifiée, plusieurs fois, mais vous l'avez dit, les petites surfaces restent quand même pénalisées. Quand on se chauffe à l'électrique, on est pénalisé. Le DPE perd en fiabilité. En fait, c'est un peu ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que l'ADEME en fait donne des labels à des éditeurs de logiciels, et donc c'est vrai que la méthode de calcul est la même pour tous ces éditeurs, mais sans forcément concerter, en tout cas, ces diagnostics qui eux ont les mains dans le moteur à longueur de journée, et peut-être avoir un peu leur retour. On parle de la méthode de calcul. Alors je sais pas si j'ai une bonne nouvelle, mais vous savez que le DPE aujourd'hui, la validité, c'est ceux qui sont d'après le 1er juillet 2021. Oui. Malgré tout, il y a eu un arrêté au 8 octobre 2021 disant que la méthode,
elle était en phase de transition. Donc finalement, on est en train de nous dire que tous les DPE du 1er juillet 2021 jusqu'au mois de mars 2022, c'est une méthode de calcul qui était en transition. Donc là, Donc comment ça va se passer concrètement? Est-ce que les Français vont être remboursés ou... non, Non, mais, non. non, mais c'est un coût Non, quand ça même, un n'est pas DPE. Noël, là. Non, mais c'est un coût, un DPE. C'est combien un DPE? Rappelez-nous. Bon, en Une moyenne, centaine d'euros? Oui, c'est ça, c'est une centaine d'euros. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le DPE s'affine avec le temps. C'est pour ça que je voulais revenir sur le fait qu'il ait 20 ans. C'est que c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps sur plein de sujets. C'est très bien tel qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il n'a jamais été aussi proche quand même d'une version honnête de ce qu'est le logement. Voilà. Faut bien prendre en considération, parce que je pense que les gens, et c'est peut-être important aussi de l'entendre, c'est que le DPE ne reflète en rien une réalité des gens qui l'occupent aujourd'hui. On peut être pas loin, mais du coup, c'est une méthode conventionnelle. Donc, ça veut dire que dans l'arrêté du diagnostic de performance énergétique, c'est bien décrit quelles sont les méthodes qui sont prises en compte. Donc, on chauffe à 19 la journée, on met à 16 degrés le soir. Est-ce que je le fais, moi, au quotidien? Je pense. Oui. Voilà. Donc, Oui. donc, faut vraiment aussi déjà avoir ça. Il faut un comportement qui va avec, en fait. Voilà. Et puis l'autre élément important, qui est un basique, mais je pense qu'on a oublié, c'est que, toujours pareil, dans ce même guide du diagnostiqueur, il est stipulé que le propriétaire ou le donneur d'ordre ou le syndic doit communiquer tous les éléments qu'il a à sa disposition sur le système de chauffage, si c'est un système de chauffage collectif ou individuel, et les éléments d'amélioration du bâtiment. Un diagnostiqueur, il n'est pas magicien. Il n'a pas le droit d'aller faire des trous dans le mur pour voir l'épaisseur d'isolant et ainsi de suite. Heureusement, d'ailleurs. Et heureusement, on a suffisamment de retours comme ça. Et donc, c'est important. Et nous, aujourd'hui, notre quotidien, malgré tout, avec cette interdiction sur le DPEG, c'est plutôt de gérer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez sur l'observatoire du DPE un numéro ADEME, vous pouvez extraire les données brutes et on voit que finalement, le diagnostiqueur, n'ayant pas de preuve d'achat d'un cumulus à telle date ou d'avoir isolé les murs, il a mis des valeurs par défaut et forcément l'étiquette Ça fait tombe. baisser, ouais. Voilà. Et donc plus tard, 15 jours, 1 mois, 3 mois plus tard, le propriétaire se souvient qu'il a gardé les factures, nous les renvoie. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une obligation du diagnostiqueur de remouliner l'étiquette. D'accord. Mais voilà, on perd du temps. Et puis effectivement, pour ces propriétaires-là, si effectivement ça les faisait passer d'une étiquette. Oui, est-ce qu'on peut perdre une lettre avec ces... Voilà. Alors souvent, c'est pas tout à fait le cas. Mais ouais, quand on est sur un jet bien tassé, on peut faire ce qu'on veut. C'est compliqué de remonter. Ouais. Non, mais c'est important que pour un diagnostic, ça se prépare. Ouais. Un DPE, ça se prépare. Mais ça, les Français ne le savent pas. Hein. Non, mais ça, c'est... Non, mais en même temps, ils le savent pas parce que c'est compliqué. Le diagnostiqueur, quand il vient, il fait pas nécessairement... Il va pas attendre 3 heures que les gens cherchent dans leurs papiers. Et vous les prévenez, en fait, vous leur dites, quand on arrive, il faut que vous prépariez. Comment c'est la mission du diagnostiqueur. On parlait tout à l'heure de pédagogie ou d'accompagnement, même pour les travaux. En fait, c'est la même chose. C'est à partir du moment où j'explique, forcément, mon client, il s'implique. Voilà, donc, quand vous prenez rendez-vous, vous lui dites, il faudra me sortir tel document, voilà, vous renseignez. Voilà. Et c'est normal, on comprend l'usager, le consommateur, au final, quand il a son DPE, et bon, alors déjà, il prend une sanction parce qu'il a une étiquette qui est mauvaise, et en plus, on lui dit, bah ouais, mais vous n'avez pas fourni. Bah, si vous ne me posez pas la question, je suis pas... Donc, il y a un guide qui a été fait par les pouvoirs publics sur bien préparer mon DPE, qui est utile, et c'est vrai que depuis... Sur Internet, on peut trouver ça. Hein. Oui, tout à fait, c'est sur les sites publics. Il y a beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus d'explications qu'on en a eu par le passé, mais c'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on demande à un diagnostiqueur de corriger son calcul en lui fournissant un élément qu'on demande à un diagnostiqueur en réalité de bidouiller une note. Non. Ça ne se fait pas entre les professionnels. Je tiens à le dire parce qu'il y a eu une émission encore il y a pas très longtemps qui voulait mettre dans le même sac les agents immobiliers et les diagnostiqueurs. On a, comme le disait notre ami, un diagnostic qui s'est affiné dans le temps avec une méthodologie de calcul qui est encore à parfaire, mais qui est bonne. Et aujourd'hui, on a, nous, des professionnels de terrain qui accompagnons nos clients pour obtenir les éléments pour arriver à avoir une note la plus précise possible. Le sujet, c'est qu'elle soit précise. Après, la note, c'est la note. Hein. Le moteur de calcul, il est fait par les pouvoirs publics. C'est eux qui mettent le curseur. D'ailleurs, le fait d'avoir pris la pire des notes entre la consommation et les rejets de gaz à effet de serre, pour nous, ça n'avait pas de sens. Si déjà on en avait fait la moyenne, on aurait pu discuter. Mais voilà, c'est des critères politiques. Et les critères politiques, c'est les pouvoirs publics qui les définissent, qui nous les imposent. Hein. On ne nous pose pas souvent la question. Et en réalité, ça a des conséquences sur le marché. On l'a vu tout à l'heure. Et malheureusement, quand ils vont dans un sens, ils ont du mal à refaire marche arrière parce que politiquement, c'est pas joli. Sauf que la réalité, c'est qu'on loge des gens. Il y a des gens qui peuvent pas se loger, qui peuvent pas accéder à la propriété ou à la location. Et donc, il faut écouter les Français, c'est eux qui ont besoin. Et ben voilà, on terminera sur ces belles paroles. Merci beaucoup à vous d'être intervenu dans cette émission de Grand Angle Immo. Merci Olivier Princival, merci à la FNAIM Grand Paris et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.